Bonjour, bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Juste faites-moi un petit signe. Oui? Très bien. Alors, je vais partager la présentation. OK. Est-ce que vous la voyez bien? Est-ce que vous voyez une présentation en face de vous? Oui? Très bien. Merci. Alors, d'abord, un mot sur qui je suis. Je m'appelle Mylène Ripski. Comme Lara l'a dit, je suis coach pour entrepreneurs. J'accompagne des gens qui veulent entreprendre depuis de longues années. Je fais du conseil en marketing et de formation, je suis ingénieure et j'ai un MBA en marketing. Maintenant, on va parler aujourd'hui d'entrepreneuriat, de cet état d'esprit qu'on a besoin pour entreprendre. Et cette présentation, c'est vraiment le résultat des choses que je vois, que je fais sur le terrain. Ce n'est pas quelque chose de théorique. Et tout ce qui est marqué là, c'est des points qui sont très importants et j'espère vraiment que ça va vous aider. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous les posez à Lara. Et puis, à la fin de la conférence, je pourrai y répondre. Voilà. Alors, on commence. Le premier point. On va parler rapidement d'abord, qu'est-ce que c'est un entrepreneur et après, donc, de 12 points pour vous aider à mieux entreprendre. Mylène, juste, oui. Si tu peux mettre en full screen. Je croyais l'avoir mis. Ah, très bien. C'est mieux maintenant? Parfait, merci. Merci, Lara. Alors, j'ai pris ici la définition, une des définitions qu'on trouve sur Google, sur Wikipédia, une définition qui m'a plu. L'entrepreneur est une personne qui est portée par des valeurs, par une idée forte et qui va s'engager dans un projet qui lui tient à cœur. Vous allez voir par la suite que ce sujet-là est un sujet vraiment clé pour pouvoir réussir. On va un peu parler aujourd'hui de motivation. Les gens qui entreprennent vont choisir quelque chose qui les motive. C'est très compliqué de se lancer dans un projet qui ne vous motive pas assez. Quand on est motivé, on arrive à vraiment dépasser les choses qui vont venir vers nous, les échecs qui vont venir vers nous, et on pourra toujours se remotiver parce qu'on sait que ce projet nous tient à cœur. Donc, c'est un point qui est très important. Il y a 4 points clés chez un entrepreneur. Le premier, l'entrepreneur a donc généralement cette idée, ce rêve, une vision qui va le guider. Et j'ai inséré dans la présentation aussi un petit exercice pour vous aider à créer chacun de vous votre vision. C'est compliqué de se lancer vers un projet si on ne sait pas trop ce qui nous motive et vers quoi on veut aller. Okay ? Donc, c'est le premier point important. Le deuxième point, c'est que le fait qu'un entrepreneur, il a donc ce rêve, mais il a surtout la capacité à prendre ce rêve et à le faire progresser en projet, à le réaliser. On connaît beaucoup de gens qui ont des rêves autour de nous. Réfléchissez un peu aux gens que vous connaissez, mais il y en a peu qui arrivent à prendre ce rêve et à vraiment le réaliser sur le terrain. L'entrepreneur a cette capacité, il a cette volonté, il est très motivé et il arrive à faire progresser son projet. Le troisième point, c'est le fait qu'un entrepreneur, il a le courage de dépasser les peurs qu'il a et il va réaliser sur le terrain des choses qui peut-être au début n'étaient pas une évidence pour lui. C'est très important pour moi de mettre l'accent sur ce point-là. On va le voir aussi par la suite. Ne pensez pas qu'un entrepreneur se réveille le matin et qu'il est très cool et qu'il n'a pas peur de rien. Ce n'est pas vrai du tout. C'est juste qu'il arrive à dépasser ses peurs pour pouvoir réaliser les choses qui lui tiennent à cœur. Okay ? Donc, pour ceux qui, entre vous, sentent quand même des hésitations ou des peurs pour certaines choses, en tout cas, moi, je sais que ça faisait partie très souvent de mon parcours et c'est tout à fait normal. Le quatrième point, c'est la volonté. Attendez, parce que je vois l'écran de la présentation sur mon écran. C'est un peu embêtant. Je vais essayer de le descendre. Voilà. Le quatrième point, c'est la volonté
de donner, comme on l'a dit tout à l'heure, un sens à sa vie. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va définir un entrepreneur. Il a envie de s'accomplir, en tout cas d'essayer. Voilà, donc c'est 4 points importants. On continue. Alors, je vous ai dit, on va juste s'attarder un tout petit peu sur la vision pour que vous puissiez, chacun de vous, après la conférence d'aujourd'hui, vous asseoir et réfléchir par rapport à votre vision à vous. Décrire une vision, c'est en fait monter un petit peu, être en macro et regarder la réalité, mais ne pas la réalité au niveau où on est jour après jour. Okay, c'est essayer de vous projeter, de vous monter et de penser à quelque chose sur du plus long terme, quelque chose bien évidemment qui vous fait rêver et quelque chose qui vous porte à cœur. Comment on écrit une vision? On écrit généralement une vision dans 5 ans ou dans 10 ans, mais je pense que 5 ans, ça parle plus aux gens. 10 ans, généralement, les gens pensent que c'est un peu loin. Et une vision, c'est en fait de décrire la réalité optimale que vous voulez pour vous, pour votre travail, pour votre business, mais aussi pour votre vie personnelle, parce qu'on est une personne, et essayer d'écrire votre vision dans 5 ans. Où aimeriez-vous être dans 5 ans? Quelle activité voulez-vous créer? Pourquoi? J'ai inséré ici quelques questions. Décrivez l'activité de vos rêves dans 5 ans. Qu'est-ce qui vous motive dans cette activité? Pourquoi vous? Pourquoi vous êtes la bonne personne pour le faire? Ok? Il y a encore beaucoup d'autres questions, mais ça, c'est vraiment des questions basiques. Mais si vous répondez déjà à ces questions-là, vous faites déjà un grand pas en avant. Ok? Donc ça, c'est pour ceux qui veulent créer leur vision. Alors, pourquoi on doit créer une vision? On doit créer une vision. Bon, je le fais rapidement aujourd'hui puisque c'est une conférence et qu'on n'a pas trop de temps. Mais c'est très important pour moi de vous expliquer le sens de cette vision parce que souvent, il y a des gens qui peuvent penser que ça n'a pas vraiment une grande importance. Et pourtant, ça a une importance énorme. Quand on définit une vision, si elle est, disons, sur 5 ans, eh bien, cette vision sera à partir d'aujourd'hui notre direction. OK? C'est-à-dire que vous avez défini, c'est comme si vous définissez, vous choisissez une ville près de chez vous, je ne sais pas, qui est à 200 km, et vous vous dites, voilà, moi je veux aller là. Je pourrais vous donner une ville en Israël, mais bon, donc choisissez une ville que vous connaissez près de chez vous, et vous dites, voilà, moi je veux aller là. Donc, c'est votre direction. Toutes les décisions que vous allez prendre à partir d'aujourd'hui, elles sont là pour vous rapprocher de cette destination. OK? Donc, quand on choisit une vision, ça nous donne aussi un chemin, ça nous donne une direction, ça nous permet d'être beaucoup plus efficace parce qu'on a la possibilité d'être plus focus, d'être plus concentré vers la direction dans laquelle on veut aller. Donc, ça nous aide énormément. Maintenant, j'ai marqué ici aussi que ça diminue les hésitations et ça calme un peu notre esprit. Souvent, les gens, on va le voir par la suite, moi, je vois ça beaucoup sur le terrain, quelque chose qui va beaucoup freiner les entrepreneurs, c'est le fait qu'ils vont être trop dispersés. Et quand vous avez défini une vision, normalement, ça va vous aider à être moins dispersé parce que vous avez déjà décidé d'une direction. Toutes les décisions que vous allez prendre vous amènent vers là. Tout ce qui va vous éloigner de cette direction, normalement, eh ben, ce n'est plus intéressant pour vous. OK? Donc voilà, j'espère que c'est assez clair. Si ce n'est pas assez clair, vous pouvez me poser des questions à ce sujet. Le RAS, c'est important pour moi d'en parler. Je vous recommande un livre de John Assaraf qui s'appelle La Réponse. Le RAS, c'est comme un petit radar qu'on a dans notre cerveau et notre cerveau va chercher inconsciemment les choses qui nous intéressent. OK? Je vais vous donner un exemple très bête. Mais si vous avez décidé, par exemple, d'acheter une voiture et que vous voulez acheter, je ne sais pas, une Peugeot, ok? Si vous sortez maintenant dans la rue, votre cerveau va chercher des Peugeot et vous allez voir, même sans le vouloir, vous allez voir beaucoup plus de Peugeot. Alors, je ne sais pas si ça vous parle.
mais c'est comme ça que notre cerveau fonctionne. Par exemple, quand une femme est enceinte, ou si votre femme est enceinte, on sort dans la rue, on va voir plus de femmes enceintes. Pourquoi? Parce que notre cerveau, lui, d'une manière inconsciente, recherche les choses qui vous intéressent. Donc, quand on définit une vision, on définit à notre cerveau ce qui nous intéresse. Et donc, notre cerveau va essayer d'amener vers vous toutes les choses qui vous rapprochent de ce qui vous intéresse. OK? Donc, c'est un sujet vraiment, vraiment très important. On continue. La vision, elle doit, donc, comme on l'a dit, vous donner une grande motivation et vous devez sentir qu'elle vous fait vivre, quoi. Si vous écrivez une vision et qu'il ne se passe pas grand-chose, eh ben c'est pas la bonne vision, tout simplement. Il faut recommencer. Une vision, c'est vraiment quand vous voyez votre vision, vous devez le mettre sur votre bureau, vous devez la regarder, ça doit énormément vous motiver. C'est un outil qu'on va utiliser pour se motiver. On continue. Alors, avant de commencer les 12 points pour mieux entreprendre, d'abord, c'est important de comprendre que cette courbe que vous voyez là, ces montagnes russes que l'on voit en face de nous, c'est un peu la vie d'un entrepreneur. C'est-à-dire que des fois, on a des jours où on se sent tout en haut, par exemple, ah c'est génial, ma vie est géniale, c'est super, ça fonctionne, tout est extraordinaire. Et il y a bien évidemment des jours où on va se dire zut, oh là là, mais ça a foiré, mais je suis trop nulle, mais ça va pas fonctionner. C'est normal, ok? C'est tout à fait normal. Il faut comprendre que c'est les règles du jeu, quoi. Ne vous attendez pas à une ligne droite comme ça. Il ne faut pas s'attendre à ça parce que, en tout cas, moi, de mon expérience, ça fait quand même longtemps que je fais ça, ça n'existe pas. OK? Alors, les 12 points. On commence par le premier point. Le premier point, c'est le fait d'être proactif. Être proactif, c'est mettre en avant tout ce qui est dans votre capacité. C'est prendre les choses en main. C'est ne pas être passif. OK? C'est un terme qui est très bien expliqué dans le livre de Stephen Covey que je vous recommande très fortement. C'est les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Stephen Covey était très, très connu. C'est en même temps un homme d'affaires et un conférencier, et ses livres sont souvent enseignés dans les écoles de management. Et Stephen Covey nous explique que quelle que soit la chose qui vient vers nous, on peut soit être dans le cercle d'influence, c'est-à-dire qu'on va nous-mêmes influencer, on va nous-mêmes prendre les choses en main, ok? Et c'est vraiment important, si vous voulez entreprendre, c'est à vous de créer le mouvement. On n'attend pas que les choses arrivent de l'extérieur. Rien n'arrive tout seul de l'extérieur, rien, ok? Donc, si vous attendez, vous pouvez tout de suite arrêter d'attendre parce que ça ne sert à rien. Et la deuxième option, c'est d'être dans le cercle des préoccupations, c'est-à-dire qu'il y a un sujet qui nous donc préoccupe et au lieu de faire ce qu'on peut faire, ce qui est dans notre capacité, eh ben, on ne va rien faire. Mais quand on ne fait rien, c'est pas que la chose va disparaître, elle va quand même rester dans notre cerveau et elle va nous préoccuper. Ok? Ça, c'est le cercle des préoccupations. Donc, le premier point pour être entrepreneur, c'est de comprendre que vous avez l'obligation de faire ce qui dépend de vous. Bien évidemment, on ne peut pas tout faire. On n'est pas le bon Dieu sur terre. Il y a des choses qui ne dépendent pas de nous, mais ce qui dépend de nous, on le fait. Ok? Donc, c'est un point très important. Pour vous donner un exemple concret, par exemple, j'ai des clients au début de leur parcours, quand ils envoient un devis, par exemple, à des clients à eux, au lieu de relancer leurs clients, ils ont tellement peur de relancer leurs clients qu'ils vont attendre tranquillement que les clients les rappellent. Ok? Ça, c'est pas être proactif. Nous, on vous demande d'être proactif. C'est-à-dire que c'est à vous de rappeler le client. C'est à vous de penser aux actions que vous pouvez mettre en marche. OK? Le deuxième point, c'est un point énorme. On le fait en quelques minutes, mais on pourrait faire une conférence que sur ça. C'est le fait qu'un entrepreneur, il a confiance en lui
s'il n'a pas assez confiance en lui, il travaille sa confiance en lui. C'est quelque chose qu'on travaille. Moi, c'est quelque chose que je fais avec tous les gens que j'accompagne. Ok ? Encore une fois, ne pensez pas qu'un entrepreneur se réveille le matin et qu'il est persuadé qu'il est le lion que vous voyez ici. Ce n'est pas vrai. Ok ? Bien évidemment, il y en a qui sont plus sûrs d'eux que d'autres, mais vraiment, je vous assure, moi j'en vois beaucoup. Moi-même, au début du parcours, moi ça fait 9 ans que je suis indépendante. Avant ça, j'étais 18 ans employée. Et au début du parcours, et même aujourd'hui, souvent, j'ai des choses que je pense que je ne suis pas capable de faire ou que je ne pourrais pas faire. Par exemple, donner cette conférence en face de vous, là, aujourd'hui, ça me semble une évidence, mais il y a 9 ans, pour moi, c'était impossible. Donc, il faut bien comprendre que ne vous stressez pas si vous n'y êtes pas encore, c'est quelque chose qu'on travaille, ok ? Mais c'est un point vraiment très important parce qu'on va le voir par la suite, cette confiance en vous va faire que vous allez réussir à dépasser vos peurs pour faire les choses qui aujourd'hui peut-être vont un peu vous freiner. Donc c'est très important, d'accord ? Maintenant, pourquoi j'ai marqué travailler son mental ? Parce que tout le monde a des doutes. Tout le monde a des pensées positives et aussi des pensées négatives. Il n'y a personne qui a que des pensées positives. D'une manière naturelle, on va avoir des doutes et on va avoir aussi des pensées négatives. Ce qui va faire la différence, c'est est-ce que vous donnez beaucoup de place aux pensées négatives ou est-ce que vous savez très bien les stopper, les cadrer pour donner plus de place à vos pensées positives et diminuer vos doutes. C'est très clair, plus vous diminuez vos doutes, plus vous êtes en action. Plus vous avez des doutes, moins vous êtes en action. Vous voyez, c'est comme une balance comme ça. Donc, c'est un gros sujet de travailler son mental. Il y a énormément d'outils pour travailler son mental. Ce qui est important, c'est de comprendre que tout ça se travaille et que chacun, bien évidemment, doit travailler les points qui lui semblent importants pour lui. Le troisième point, ça fait partie de la confiance en soi, c'est le fait que chacun de nous a des ressources intérieures. Ok ? Tout le monde est arrivé sur cette planète avec des ressources intérieures. Alors, il y a des fois des gens qui vont me dire, mais moi, j'ai rien. Je t'assure, moi, il n'y a rien de spécial que je sais faire. J'ai rien de spécial. C'est pas vrai. Ok ? Ce n'est pas vrai. Chacun de nous a des choses qu'il a reçues. On a tous un ADN. En coaching, ça s'appelle des valeurs qui font qu'il y a des choses qu'on va bien faire d'une manière plus naturelle. Donc, bien évidemment, vous devez être conscient de ces choses-là et les mettre en avant dans votre business, ok ? Donc, ça vous aidera énormément. N'essayez pas de vous concentrer sur vos faiblesses. Ça n'a aucun intérêt. Il faut chercher vos points forts et vous concentrer sur vos points forts, ok ? Et donc, vous aurez beaucoup plus confiance en vous. C'est pour ça que ça fait partie du deuxième point. J'espère que c'est assez clair. Alors, bon, ça, c'est le même sujet. C'est le fait de comprendre qu'on a tous ce qu'on appelle une zone de confort. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme. La zone de confort, c'est les choses qu'on a l'habitude de faire. Ok ? Ça ne veut pas dire qu'on aime les faire ou ça ne veut pas dire que c'est une zone où on est nous-mêmes en confort, mais c'est quelque chose qu'on a l'habitude. Donc, d'une manière automatique, notre corps, quand on va vouloir sortir de cette zone de confort, donc sortir de ce cercle bleu, vous allez ressentir ce qu'on appelle des peurs, parce que vous allez tout simplement faire des choses qui sont nouvelles. Donc, c'est une peur, mais c'est une peur qui est tout à fait positive. Ok ? Nous, on veut absolument sortir de notre zone de confort. On veut faire des choses qu'on n'a jamais fait. On veut réaliser des choses qu'on n'a pas encore réalisées. Ok ? Troisième point pour entreprendre. Quand on entreprend, un moment ou un autre, vous allez être en face de la vente. La vente, c'est quoi? La vente, c'est quand un client potentiel est en face de vous, ok? Ou un investisseur est en face de vous. Vous devez donc vous vendre, vous devez vous mettre en avant, vous devez parler de vous, vous devez parler de vos qualités, de vos atouts. Et ça, c'est un sujet qu'on travaille beaucoup en accompagnement.
et c'est vraiment très important. Maintenant, là aussi, prenez en compte que quelqu'un qui sait bien se vendre, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé la vente. Donc, si vous aussi, vous travaillez beaucoup la vente, il n'y a aucun problème, on s'améliore. Et même si aujourd'hui, peut-être, ça vous semble très loin ou vous n'aimez pas la vente, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la vente, eh bien, c'est tout à fait possible d'être à l'aise avec ce sujet. Et un des points essentiels qui peut vous aider, c'est prendre conscience de votre valeur. Qu'est-ce que ça veut dire prendre conscience de sa valeur? Si vous êtes vraiment conscient à 100% de la valeur que vous allez donner à vos futurs clients, à vos clients potentiels, eh bien, vous aurez beaucoup plus facile à vous vendre parce que vous êtes conscient que vous pouvez les aider. OK? Alors, j'espère que c'est assez clair, mais c'est un sujet vraiment important. Donc, si pour vous, c'est un sujet que vous devez travailler, demandez-vous avant tout pourquoi ça vaut le coup pour les clients de travailler avec vous. Pourquoi? Quelle est votre valeur? Comment vous allez les aider? OK? Et prenez conscience de cette valeur. N'essayez pas de vous dire « Ah, mais moi, j'ai je ne sais pas, moi, je suis tout nouveau dans le domaine, il y en a un autre qui est là depuis 20 ans, donc moi, je suis moins bon et lui, il est très bon. » Tout ça, ça ne vous aide à rien. Toutes ces comparaisons, ça ne vous aide à rien. Chacun a sa place, chacun a son positionnement. Concentrez-vous sur vous, concentrez-vous sur ce que vous pouvez donner aujourd'hui aux clients. OK? Bien évidemment que dans 10 ans, vous serez encore meilleur, dans 5 ans, vous serez encore meilleur, dans 15 ans, vous serez encore meilleur, mais ce n'est pas grave, on est là aujourd'hui et aujourd'hui déjà, je suis sûre pour chacun de vous que vous avez déjà beaucoup à donner à vos clients. Concentrez-vous sur ça. OK? C'est le 3e point. Le 4e point. Alors, c'est un point où j'ai rentré un peu beaucoup de choses parce que bon, c'est une conférence, c'est comme ça, c'est très court. C'est le fait d'être focus. Je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, je vois qu'un des freins pour les entrepreneurs, c'est ceux qui vont vouloir faire trop de choses en parallèle. Il y en a, dès qu'ils arrivent, ils vont vous dire « j'ai plusieurs chapeaux ». Je ne sais pas si vous connaissez des gens comme ça. Alors, je fais ça et je fais ça et je fais peut-être ça et je fais aussi ça. Bon, j'ai aucun problème avec ça, mais généralement, ça ne fonctionne pas. OK? Vous comprenez bien qu'on a un temps limité, on a un budget limité, on a une énergie limitée. Et si cette énergie, elle est dispersée en plusieurs directions, eh ben, on va avoir beaucoup moins de résultats dans la direction que vous avez choisie. OK? Donc, vraiment, vraiment, essayez de définir une vision, un objectif. Par exemple, là, on est en juin 2020. Définissez vos objectifs jusqu'à la fin 2020 et vraiment restez concentré sur ça. Il ne faut pas se disperser. Je sais qu'il y a des gens, moi je fais partie de ces gens-là, qui aiment la variété, qui aiment faire des choses un peu différentes. Mais encore une fois, souvent, c'est moins orienté business, quoi. C'est évident que si vous mettez votre énergie, votre budget dirigé dans une direction, vous aurez plus de résultats. OK? Après, l'exercice, la stop list. Alors ça, c'est un exercice qu'on fait en atelier. C'est quoi? C'est prendre conscience aujourd'hui de comment vous utilisez votre temps. Maintenant, je comprends bien que gérer son temps, c'est un grand sujet. Même quand on donne les conférences à Machave, c'est toujours un sujet qui les fait beaucoup rire quand je donne les conférences. On me dit souvent, en Afrique, ce n'est pas nous qui gérons notre temps, c'est le temps qui nous gère. Mais écoutez, moi, je suis là justement pour vous dire que c'est à vous de gérer votre temps et d'essayer en tout cas de gérer un tout petit peu mieux votre temps. Pour beaucoup de gens, c'est une problématique et cette stop list, elle est là pour définir les choses que vous pouvez enlever de votre agenda, les choses que vous pouvez arrêter de faire pour gagner du temps, pour gagner des heures, pour les choses que vous voulez vraiment faire avancer, pour vos priorités. OK? Je sais que ça peut sembler un peu bizarre parce qu'on a plus l'habitude de faire un to-do list, une to-do list, mais la stop list, elle est importante aussi parce que généralement, les gens, quand ils prennent le temps
de regarder leur manière d'utiliser leur temps, ils vont comprendre qu'il y a beaucoup de temps qui est un petit peu pas bien exploité et qu'on peut donc mettre des choses de côté pour plus se concentrer vers nos priorités. OK? J'espère que c'est clair. Je peux vous donner un exemple. Par exemple, je ne sais pas, par exemple en Israël, la moyenne des gens qui sont sur Facebook, c'est 2 heures par jour. OK? Ou les gens qui regardent la télé, ils regardent aussi la télé plus de 3 heures par jour. En moyenne, hein, je vous donne une moyenne. Donc ça, vous comprenez bien que si vous faites le calcul à la semaine, ça fait minimum entre 10 et 15 heures. Franchement, vous pouvez utiliser en 15 heures par semaine, on apprend un métier, quoi. En 15 heures par semaine, on peut vraiment faire avancer un projet. Alors, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas voir la télé, ce n'est pas ça que je dis, mais je dis qu'au lieu de voir 3 heures le soir, limitez votre budget télé. Par exemple, vous dites, bon voilà, j'ai une journée difficile, moi je veux voir une série, elle dure 45 minutes, et c'est pas maintenant on s'étale et on reste 3 heures affilées devant la télé. C'est juste, encore une fois, si vous sentez que vous pouvez et que vous voulez utiliser mieux votre temps. OK? Voilà, donc ça, c'est votre stop list. C'est un exercice que vous pouvez faire. On continue. 5e point, c'est un point que vous allez voir partout. C'est le fait qu'un entrepreneur sait grandir de ses échecs. Que quand il ne réussit pas quelque chose, je sais que c'est très facile à dire et beaucoup plus difficile de l'accepter, mais c'est comme ça, il faut vraiment travailler ce point-là. Quand on vit un échec, par exemple, je ne sais pas, vous essayez de lancer un projet, ça ne fonctionne pas, il faut regarder ça comme un résultat, ce n'est pas un échec. Vous pouvez apprendre de ce résultat. Vous avez testé, en testant, en essayant, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on peut comprendre ce qu'on doit améliorer. Il n'y a pas de raccourci. Je vous assure, il n'y a pas de raccourci. Donc, c'est pas grave si vous n'arrivez pas à faire certaines choses. C'est pas grave si des fois il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Ça doit être vraiment une réalité pour vous. Vous ne devez pas du tout regarder un échec comme quelque chose de négatif. C'est même assez positif, en tout cas en Israël, c'est considéré comme quelque chose d'assez positif parce que quelqu'un qui a déjà échoué, par exemple dans le business, c'est qu'il a déjà testé, c'est qu'il a déjà essayé et c'est bien plus positif que de rien faire et d'être freiné ou bloqué parce qu'on a peur d'un échec. OK? Alors, je vais vous montrer un petit film pour illustrer ce point-là. Excusez-moi si ça me prend un petit peu de temps, mais tout est prêt normalement. Est-ce que vous voyez le petit film? Lara, tu me dis? Non, là, on ne voit pas. Ah, ok. Alors, une minute. Avec toutes les préparations, à la fin, on ne le voit pas, tu vois. Alors, attendez. Stop sharing et new share. Ouais, new share. Mais voilà. Ça y est, mais juste en full screen. Là, je pense que vous allez le voir. Parfait. Vous le voyez? Parfait. Ok, regardez bien ce film. Hein. And Dornan is probably going to be your favorite. She actually won the NCAA championship in 2006 in the 800, but she only won one Big Ten championship in the 2 years. 3 laps in this event, 600 meters, 3 times around the 200-meter track here at the Fieldhouse. Good bold move by Collins. She's looking very confident, and the Penn State runner is just running amazing today. She did win her heat in the 400, but ended up taking 4th overall. That's Fondor moving into the lead, sophomore from Penn State. Dorner's been running second. Dornan last year scored 23 points for the Golden Gophers in their Big Ten championship. So they're really relying on getting a lot of points from her this weekend, and she's just coming by Fondor now in the home stretch, heading into the bell line. Well,
Jordan falling down, gets up quickly, but that's going to cost her. Lucky she wasn't injured. Her teammate just went to the front, though, so they may be able to recover from that. And Dorgan is flying down the backstretch. She is going to catch Von Dor, and she may catch the leader. Wow. She's got Vaughn. This is a gutsy effort by Donovan. She's moving to third. Donovan coming down the stretch from the outside. Donovan coming on strong. Donovan all the way. Donovan. Ok. Wow, unbelievable. That is amazing. Alors, attendez une minute juste que je To fall in revienne. a 600, I mean, this is basically a sprint. I mean, this is an extended 400, basically. But to fall with 200 meters to go and get up and win, that is unbelievable. Unbelievable. Une seconde. Est-ce que vous avez vu ce film? Alors bon, c'est vrai qu'on ne peut pas se parler, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais attendez, d'abord que je remette la présentation. Mylène, Ouais. peut-être que pour plus d'éclaircissement, vu que selon les connexions Internet, peut-être qu'on a plus ou moins vu la vidéo, si tu peux juste faire peut-être une petite phrase qui… Oui, je vais en parler, Merci Lara. On ne voyait pas très bien le film en fait? Il était un peu ralenti, comme ça, un peu coupé. D'accord, ok. Alors, d'abord, vous pouvez recevoir le lien pour revoir ce film plus tard. Mais je vais vous expliquer ce qu'on voit dans ce film. On voit une femme qui court, ok, une course de 600 mètres, si je ne me trompe pas, je ne sais pas exactement. Et tout d'un coup, elle tombe. Et après, moi, j'ai lu l'explication aussi. Elle ne réfléchit pas du tout. Elle est tombée, hein. Elle est tombée alors qu'elle était pratiquement la première. Elle ne réfléchit pas. Automatiquement, elle se lève et elle se remet à courir tellement vite qu'elle va quand même gagner la course. Maintenant, c'est quoi? C'est pourquoi je vous montre ce film? Parce que ce qui fait la différence, c'est combien de temps vous allez prendre à vous remettre au boulot après un échec. Ok? C'est la seule différence entre une personne et l'autre. Il y a des gens, après un échec, ils vont être pendant 1 semaine, 2 semaines, découragés, ils vont se sentir moins bons, ils voudront rien faire, ils ne feront pas avancer leur projet. Et vous devez tout faire pour que quand de temps en temps, il y a des choses moins bonnes qui vont se passer, parce que c'est comme ça dans tous les business, ok, que vous essayez très rapidement de mettre ça de côté, d'apprendre les leçons que vous avez à apprendre et de repartir et de continuer à avancer. Ce film est là pour vous montrer que vous devez, dès qu'il y a quelque chose comme ça qui se passe, vraiment, bon, je ne dis pas rapidement comme elle, parce qu'elle, c'est exceptionnel, mais vraiment vous dire, ok, c'est passé, c'est pas grave, j'apprends de ça X, Y, Z, au moins j'ai tenté, j'ai essayé, je continue. Ok? C'est vraiment un point très, très, très important. Je continue. 6e point. Alors, on en a un tout petit peu parlé tout à l'heure. Un entrepreneur, comme vous n'avez pas de boss au-dessus de vous, hein, il n'y a personne qui vient vous dire il faut que tu travailles, ou vous devez faire X, ou vous devez faire Y. C'est à vous de vous gérer. Donc, il faut bien évidemment une bonne autogestion. Il faut bien s'organiser, il faut quand même une discipline. Par exemple, pour ceux qui travaillent de la maison, on ne reste pas en pyjama pendant la maison pour travailler de la maison. On essaie vraiment d'avoir des horaires comme si on allait au boulot. On s'assoit, on travaille, on définit un plan de travail tous les jours. Il faut être très, très discipliné et il faut essayer de bien apprendre à gérer son temps. Bon, ça aussi, c'est un atelier en soi, mais bien gérer son temps, c'est le fait de bien définir les priorités, de faire des choses prioritaires toujours avant des choses qui ne sont pas prioritaires, parce que d'une manière naturelle, les gens vont aller vers ce qu'ils aiment, ok? Alors que ce qu'on aime, ce n'est pas toujours ce qui est prioritaire. Donc, définissez toujours quelles sont vos priorités par rapport à vos projets. Qu'est-ce qui va vraiment faire avancer votre projet? Ça, c'est prioritaire, ok? Si vous avez bien évidemment rendez-vous avec un client, si vous devez faire un devis,
tout ce qui a une influence sur votre business, c'est prioritaire. OK? Donc, c'est un point important. Il y a des gens qui n'arrivent pas à travailler de la maison, qui doivent absolument travailler dans un bureau, dehors, dans un coworking. Comprenez un petit peu si vous pouvez travailler de la maison ou pas. Moi, je peux vous dire que j'accompagne des gens qui, des fois, ne peuvent pas travailler de la maison. Ils ont besoin vraiment d'aller loin un local. Ils prennent un coworking, c'est-à-dire un local commun à plusieurs personnes, parce que sans ça, ils comprennent bien que de chez eux, ils ne travaillent pas assez bien. Donc, essayez de voir, de comprendre d'abord qui vous êtes et dans quelle situation vous travaillez bien. Faites vraiment utiliser un agenda. Essayez de bien organiser un plan de travail, de savoir ce que vous faites à chaque moment. Et à ce moment-là, vous serez beaucoup plus encadré, organisé. Ça vous aidera à être aussi plus discipliné parce que c'est compliqué de travailler tout seul au début. OK? Voilà, ça c'est le 6e point. Le 7e point, c'est le fait d'être engagé dans ce qu'on fait, d'aimer les services ou le métier qu'on fait. Parce que d'abord, comme on l'a dit au début, ça va influencer directement notre motivation, mais c'est surtout aussi que quand vous allez vendre votre projet, on sent tout de suite quelqu'un qui est passionné, on sent tout de suite quelqu'un qui est engagé. Et si vous n'êtes pas engagé, si vous ne croyez pas dans votre projet ou dans vos services, eh ben, vous aurez beaucoup plus de mal à convaincre quelqu'un d'autre. Si nous, on sent que vous n'êtes pas vous-même convaincu, franchement, il n'y a pas d'intérêt, quoi. Donc, oui, c'est très, très important ce point-là. 8e point, être compétent dans ce que vous faites, dans le domaine que vous avez choisi. Alors, je l'écris pourquoi? Parce que des fois, et c'est possible, hein, c'est pas que c'est impossible, on peut se lancer dans un domaine qu'on ne connaît pas assez, qu'on ne connaît pas, que pour nous, ce domaine aussi, c'est un domaine où on est relativement nouveau dans le domaine. Donc, ça va être plus compliqué quand même, parce que vous comprenez bien que là, non seulement vous devenez entrepreneur, donc indépendant, mais en plus, vous le faites dans un domaine qui déjà pour vous est nouveau. Donc, effectivement, là, il y a une difficulté en plus et vous devez tout faire pour avoir plus de compétences dans ce domaine-là. Parce que si vous êtes plus compétent, eh bien, vous aurez beaucoup plus confiance en vous. C'est vraiment un cercle. Plus compétent, vous êtes plus confiance en vous aurez beaucoup plus facile à vous vendre. OK? Donc, c'est pour ça que aussi, des fois, au début du parcours, on va peut-être proposer des services à un prix quand même un peu moins cher. Pourquoi? Parce que nous, on veut aussi gagner en compétences. On veut avoir plus d'expérience. Donc, au début, c'est important de comprendre comment on fait pour avoir plus d'expérience. Et même si au départ, vous devez vendre vos services peut-être un peu moins cher, et ben des fois, c'est la seule solution. Moi, je sais que quand j'ai étudié, alors de parcours, j'ai étudié, j'ai 52 ans, donc il y a 30 ans, j'ai étudié dans une école d'ingénieur, je suis ingénieur en formation et j'ai fait un MBA, et il y a 10 ans, j'ai fait une école de coaching. Et ben la deuxième année de l'école de coaching, c'était un stage où les gens nous payaient vraiment pas grand-chose, mais parce qu'on voulait justement cette expérience. Et c'est très, très, très important. OK? Donc ça, c'est le 8e point. Le 9e point, ça c'est très important, je pense que c'est encore plus important pour les hommes que pour les femmes, c'est savoir demander de l'aide. En tout cas, moi, c'est ce que je vois dans l'accompagnement. Maintenant, ce n'est pas que j'ai des statistiques qui sont représentatives, mais je vous donne juste un conseil. Savoir demander de l'aide. Il y a des gens, et ça les pousse vraiment à l'échec, ils ont le sentiment « Monsieur, moi, je sais tout ». C'est-à-dire qu'ils sont persuadés qu'ils savent tout mieux que tout le monde. Et ça, je suis désolée de vous dire, mais ce n'est pas possible. Parce qu'on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout connaître, on n'a pas un savoir dans tous les domaines. Quand on se lance dans un domaine, à part votre domaine d'activité, il y a plein de choses que vous devez savoir. Vous devez comprendre, par exemple, comment faire votre marketing. Vous devez savoir comment mieux gérer votre boîte. Il y a plein de choses à savoir que ça me semble impossible de tout savoir dans tous les domaines. Et donc, il faut être quand même très ouvert à prendre
des consultants si vous en avez besoin, des employés qui vont faire des choses que vous ne savez pas faire, ou des freelances qui vont vous aider à faire des choses que vous ne savez pas faire. Ne pensez pas que vous devez tout faire vous-même. Ce n'est pas vrai. Des fois, même si on sait faire quelque chose, pour pouvoir gagner des heures, on va prendre un freelance qui va faire des choses que nous, on sait faire parce que, encore une fois, nous, on veut se concentrer dans notre métier. OK? Mais je le mets parce que je vous assure que c'est un des points qui fait échouer beaucoup de gens, le sentiment que non, moi, je n'ai pas besoin, moi, je sais. Voilà, donc ça, c'est un point très important et je voulais en parler aujourd'hui. Le 10e point, c'est quelque chose qu'on a vraiment vu énormément maintenant avec cette période du coronavirus, c'est le fait qu'on doit s'adapter au changement du marché, au changement du monde dans lequel on vit, qui est très, très, très dynamique. Avec ou sans le coronavirus, il est très dynamique. Mais là, vous avez bien vu, avec le coronavirus, le monde s'est écroulé pour beaucoup, beaucoup de gens. Moi, j'ai continué à accompagner les gens. J'ai fait des petits groupes comme ça de coaching pour encourager les gens à continuer, à chercher des solutions, à rester actifs, à rester positifs. Et ça fait vraiment partie de l'état d'esprit qu'on vous demande. OK? Ça veut dire que la réalité, elle est comme elle est. Vous ne pouvez pas changer une réalité. Ce n'est pas possible. OK? Mais vous pouvez décider que vous, encore une fois, vous allez choisir d'être actif comme vous pouvez être actif dans cette situation. Moi, je peux vous assurer que j'ai des clients pendant cette période de coronavirus, même s'ils ne pouvaient pas continuer dans leur activité, par exemple, tous ceux qui étaient autour des mariages et tous ceux qui étaient autour des voyages ou des choses comme ça, eh ben, ils en ont profité quand même pour communiquer, pour être en contact avec leurs clients, pour écrire des posts, pour préparer le après-corona. Il y a toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. OK? Donc, je comprends que c'était une période très difficile pour tout le monde. Hein. Je pense que vraiment, ça a été quelque chose de compliqué pour beaucoup de gens. Mais on peut décider de ne rien faire. Ah, mais tu comprends, il y a le corona, de toute manière, moi, j'ai rien à faire. Ou alors, on peut se dire, c'est vrai, c'est très compliqué, mais je vais continuer à être actif sur Facebook, par exemple, pour que mes clients puissent me voir, pour leur donner quand même un maximum de valeur. Moi, j'ai autour de moi vraiment beaucoup de gens qui font, par exemple, des thérapies ou même des coachs. Et pendant cette période du coronavirus, par exemple, ils comprenaient qu'ils avaient énormément de valeur à donner aux gens, puisque les gens étaient plus stressés, les gens vraiment ne savaient pas quoi faire. Et toutes ces personnes-là avaient encore beaucoup, beaucoup de valeur à donner à leurs clients. Et il y en a beaucoup qui ont profité du coronavirus pour justement faire des petits groupes. Souvent, c'est vrai, gratuit, mais vous comprenez bien que ça les aide énormément au niveau marketing pour leur notoriété aussi. OK? Et puis, ça les aide aussi de savoir qu'ils peuvent aider leurs clients. C'est quelque chose de très important, de renforcer le lien entre vous et vos clients. OK? Donc, le fait de s'adapter au changement du marché et au changement qui nous entoure, c'est quelque chose vraiment de crucial. Les 2 derniers points, c'est apprendre, faire un suivi des choses que vous faites et vous améliorer. On peut faire une erreur 1 fois, 2 fois, bon, disons 3 fois, mais plus que ça, franchement, c'est déjà pas possible, quoi. Il faut apprendre des erreurs qu'on fait, il faut trouver d'autres stratégies, les choses qui ne fonctionnent pas, arrêtez-les, choisissez de tester de nouvelles choses, les choses qui fonctionnent, continuez-les, OK? Mais c'est pas qu'on se réveille tous les matins et qu'on va continuer à faire la même chose si on voit que ça fonctionne pas. Vous faites quelque chose, après il y a une étape où vous allez faire l'analyse de ce que vous avez fait, comprendre ce que vous avez appris et vous vous améliorez. C'est vraiment un cercle comme ça qui fait que, en fait, quand on est entrepreneur, on vit vraiment un grand développement personnel, ça va avec. Vous devez toujours vous améliorer et c'est quelque chose qui est, en tout cas à mes yeux, très, très, très positif et très beau.
Le 12e point et le dernier pour aujourd'hui, c'est le fait de vouloir réussir et gagner de l'argent. Alors, je sais que ça peut sembler un peu bizarre, mais je le mets parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent entreprendre, mais d'un autre côté, ils voient l'argent d'une manière assez négative. Ça s'appelle nos croyances. On a tous des croyances par rapport à tous les sujets. Par exemple, si je vous dis aujourd'hui le mot argent, vous prenez une feuille, vous écrivez tout ce qui vous vient en tête sans réfléchir, et ça, c'est vos croyances par rapport à l'argent. Et je vous assure qu'il y a beaucoup de gens qui ont des croyances négatives par rapport à l'argent. Et si vous avez des croyances négatives, eh ben, vous aurez du mal à demander de l'argent et vous aurez du mal à gagner beaucoup d'argent parce qu'au fond de vous-même, c'est négatif. Ok ? Par exemple, je vais vous donner des choses que j'entends souvent. Que l'argent, par exemple, ça peut faire des histoires dans les familles, ou que quelqu'un de l'argent, c'est quelqu'un qui va un peu, comme on dit en France, qui va un peu se la péter, qui va être trop sûr de lui, ou alors pour qui il se prend celui-là parce qu'il a de l'argent, alors il se prend pour quelqu'un qui est au-dessus des autres. Vous voyez, toutes ces croyances-là, toute cette manière de voir l'argent, c'est des choses qui peuvent nous freiner. Ok ? Donc, nous, on regarde l'argent d'une manière positive. On sait qu'avec l'argent qu'on veut gagner, on veut faire des choses positives pour nous, pour notre famille, pour notre entourage. On veut peut-être aider des gens, on veut peut-être avoir une vie plus agréable, proposer des choses plus agréables à nos enfants. Donc, oui, c'est un travail important de regarder l'argent d'une manière positive. Je l'écris parce que je vous dis sur le terrain, c'est un point que je rencontre beaucoup. Voilà. Maintenant, chacun de vous réfléchissez sur tous les points. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de tout prendre, bien évidemment. Prenez peut-être les choses qui vous semblent le plus importantes pour vous. Juste essayez de prendre 1 ou 2 points, de les réfléchir. On n'a pas besoin de travailler sur tout. C'est trop compliqué de travailler sur tout en même temps. Mais voilà, ça peut vous donner quand même une image assez large des choses qui sont importantes pour entreprendre. Et cette photo, c'est pour vous dire que je vous souhaite d'abord, comme on dit en hébreu, batzlacha, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup de chance, et que allez-y, osez. L'aventure, c'est une très belle aventure d'entreprendre, ça donne beaucoup, beaucoup de satisfaction. Voilà. Donc maintenant, si vous avez des questions, Mamash Bekef, Lara, si tu as des questions, peut-être. Alors déjà, merci pour cette conférence, toujours aussi intéressante et inspirante. Alors, merci. On a plusieurs questions. Notamment, est-ce que tu pourrais nous donner des explications sur le cercle d'influence? Le cercle d'influence, il y a 3 situations d'après Stephen Covey. Le cercle d'influence, c'est, première chose, quand on peut prendre des choses en main, quand ça dépend que de nous, donc on est la seule personne, ça dépend que de nous, on fait ce qu'on pense devoir faire. Par exemple, si je me dis demain matin, je veux faire du sport, ça dépend que de moi, ok? Ou je veux maigrir, ça dépend que de moi. Donc, je prends la décision, je m'engage par rapport à moi-même de prendre ce sujet et de lui consacrer une partie de ma vie et de faire quelque chose, ok? Ça veut dire qu'on fait quelque chose. C'est nous qui sommes actifs. La deuxième option dans le cercle d'influence, Stephen Covey raconte qu'en fin de compte, c'est vrai, souvent on n'est pas tout seul, on est au moins à 2. Par exemple, on peut être en couple, ou on peut avoir une interaction avec des clients, ou on peut avoir une interaction avec nos enfants. Maintenant, quand on est à plusieurs, il faut comprendre qu'on ne peut pas toujours, et généralement on ne peut pas plus que ça, fixer ce que la personne qui est en face de nous va vouloir faire. Ok? Imaginez-vous, par exemple, pour ceux qui ont un enfant, je ne sais pas, pour ceux qui ont un enfant un peu grand, disons un ado, vous pouvez lui dire votre avis, vous pouvez lui donner des conseils, mais est-ce qu'il va vous écouter? Je ne suis pas sûre. Ok? Donc là, Stephen Covey, il dit, d'accord, quand on est à plusieurs, bien évidemment, vous allez essayer de convaincre les autres, vous allez essayer de leur donner vos arguments, mais à la fin, lâchez prise, chacun va décider pour lui-même ce qu'il veut faire. Ok? Il faut bien comprendre qu'on ne peut pas tout contrôler et qu'on ne peut pas contrôler des gens qui ne sont pas nous.
Ok, donc ça, c'est très important et c'est très important aussi quand on est en face de clients. Et le troisième chose dans le cercle d'influence, la troisième situation, et je vous recommande très fortement de lire au moins ce passage, c'est le fait que des fois, il y a des gens qui veulent contrôler, donc agir, mais dans des situations où ils ne peuvent pas agir. Ok, moi, je donne toujours en conférence, en cours, je donne toujours l'exemple de ma mère. Moi, ma mère habite en France. Hein, je suis arrivée en Israël il y a 32 ans. Et chaque fois qu'il y a une guerre, un attentat ou quelque chose comme ça, elle appelle le matin et elle va me dire « Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je n'ai pas dormi toute la nuit ». Et moi, je lui réponds tout le temps. Je lui dis « Alors, et ça a aidé quelque chose que tu n'as pas dormi toute la nuit ?» Alors, bien évidemment, ça n'aide à rien, puisque ma mère ne peut pas influencer sur ce qui va se passer dans le monde. Et donc, la troisième option du cercle d'influence, c'est le fait de comprendre qu'il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas influencer et que donc, vraiment, il faut lâcher prise. Tout ce qui ne dépend pas vraiment de vous, eh ben, ça ne dépend pas de vous. Et je le dis parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont malades de ne pas pouvoir tout contrôler. Eh bien non, on ne peut pas tout contrôler. C'est comme ça. OK? Donc ça, c'est pour répondre à ta question, Lara. Ok, très bien. Alors encore, est-ce que tu aurais des conseils pour apprendre réellement de ses erreurs? Parce qu'après un échec, on sait ce qu'on ne doit pas refaire, mais on ne sait pas toujours ce qu'on doit faire pour réussir. D'abord, déjà, le fait de comprendre que… Non, d'abord, ce n'est pas toujours vrai ce que tu es en train de me dire. Des fois, on comprend qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas fait, que la prochaine fois, on va le faire d'une autre manière. OK? Je ne sais pas, moi, je peux donner un exemple tout simple. Par exemple, si je dois préparer pour aujourd'hui une présentation, OK? Et que je me dis, bon, bah alors je me mets, je commence à me préparer 2 jours avant. OK? Et puis, je me rends compte qu'en fin de compte, ça ne m'a pas du tout suffi, que je n'étais pas assez bonne, que la présentation n'était pas assez bien. J'arrive bien à capter que eh ben, je me suis réveillée un peu tard tout de même. Donc, la prochaine fois, dans mon agenda, si je sais que j'ai une présentation, par exemple, pour le 15 juin, je vais garder un buffer, je vais garder un temps pour être plus en sécurité. C'est-à-dire que je vais tout faire plus tôt parce que je sais que les choses prennent plus de temps que ce qu'on pense. Par exemple, pour te donner un exemple, je peux donner un autre exemple. Si je fais une vente et que la vente n'a pas fonctionné, le client m'a posé une question, je n'étais pas prête. Je comprends bien que je n'étais pas prête. Je comprends que la réponse que je lui ai donnée, elle n'était pas assez bonne. Je finis cette vente, je m'assois et je me dis, OK, la prochaine fois qu'on me pose cette question, qu'est-ce que je dis? Ça, c'est apprendre de ses erreurs. OK? Très bien, très bien. Tu parlais de la zone de confort tout à l'heure. Quelqu'un me demandait comment connaître sa zone de confort et comment s'en rendre compte qu'il faut en sortir. La zone de confort, c'est ce qu'on a l'habitude de faire. Si moi, j'ai l'habitude tous les matins de me réveiller, de marcher et après de travailler et après, je ne sais pas moi, d'aller chercher ma fille à l'école, de revenir, ça, c'est ma zone de confort. OK? Si demain matin, on va me demander tout d'un coup, est-ce que tu ne pourrais pas venir demain matin, je ne sais pas, pour quelqu'un, disons, qui n'a jamais donné de cours. OK, disons, moi, je n'ai jamais donné de conférence en face d'adolescents. Si quelqu'un demain me dit, est-ce que tu peux venir donner une conférence en face d'adolescents demain matin? D'accord? Moi, je vais accepter, mais évidemment, quelque part, j'aurais beaucoup plus peur que par exemple aujourd'hui, puisque ce que je viens de faire aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Donc ça, c'est sortir de sa zone de confort. C'est aller vers quelque chose qu'on n'a encore jamais fait. Donc notre corps, au début, on va sentir comme des ototes, comme des signaux qui vont nous dire « Oh là là, non, non, n'y va pas, surtout n'y va pas ». Mais nous, on sait qu'on veut y aller. On sait que c'est une peur qui nous permet de faire quelque chose de nouveau. Donc, on veut y aller, OK? Donc, ce n'est pas grave si vous sentez cette peur. Juste dites-vous que si vous voulez grandir, vous devez faire des choses que vous n'avez pas fait jusqu'à aujourd'hui.
Ok, j'espère que c'est assez clair. Et encore deux petites questions. Quels sont les signes qui disent qu'on a besoin d'aide? Ah, ok. Alors, elles sont très sympas, toutes ces questions, les signes qui disent qu'on a besoin d'aide. Alors, moi, je vais te dire ce que je vois, même pour moi. Des fois, il y a des sujets on va comprendre qu'on n'arrive pas à les faire avancer. OK? On se dit, voilà, moi, jusqu'à telle date, je vais faire ça. Et puis, la date arrive et on n'a encore rien fait. Et on n'arrive pas à le faire. On ne sait pas exactement peut-être pourquoi, mais on n'arrive pas à le faire. Là, déjà, c'est clair qu'on a besoin d'aide. Ça, c'est évident. Parce que ça veut dire que tout seul, c'est un projet qu'on a en tête, mais tout seul, on voit bien que les semaines passent, les mois passent et rien ne passe. Rien n'avance. Donc, franchement, moi, je ne vois pas d'autre solution que d'aller demander de l'aide. Maintenant, ça peut être d'aller demander de l'aide chez un consultant, ça peut être d'aller demander de l'aide chez des gens qui ont fait avant vous ce que vous voulez faire, par exemple. Ça peut être aller demander de l'aide dans un incubateur ou dans un endroit où il y a des gens comme vous qui veulent commencer à entreprendre ou qui entreprennent. Il y a beaucoup de manières de demander de l'aide, ok? Mais vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui bloque, quoi. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, des fois, c'est que tout simplement, on n'a pas le temps de tout faire. Il faut vraiment comprendre qu'on ne pourra pas tout faire tout seul. Il faut pouvoir déléguer. On délègue ce qu'on ne sait pas faire. Par exemple, si demain matin, moi, je dois faire un site, ça ne va pas me passer par la tête que mon site, c'est moi qui vais le faire. Je ne suis pas technologique. Il n'est pas question que je fasse un site. Je sais qu'il y a des clients à moi qui me disent « Ah, mais non, tu sais quoi, aujourd'hui, il y a Wix, on peut faire tout seul, on peut faire tout seul. » Écoutez, c'est ce qu'on vend souvent sur Internet, hein, qu'on peut faire beaucoup de choses tout seul. Oui, on peut faire beaucoup de choses tout seul, mais il y a quand même des métiers et il y a quand même beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire tout seul. Et vous devez comprendre que pour faire une chose, c'est que vous allez investir des heures et normalement, vos heures, elles doivent être plus orientées là où il y a votre vraie valeur. Donc ça aussi, quand vous voyez que vous devez gagner des heures, vous devez déléguer. Peut-être que par exemple, vous savez très bien écrire des textes ou des posts ou que vous arrivez à faire le côté un peu visuel, mais ça ne veut pas dire pour autant que vous ne devez pas prendre quelques heures et vous faire aider par un freelance qui est graphiste, par exemple. OK? Quand on sent qu'on est noyé, qu'il y a trop de choses, c'est bien évidemment qu'il faut se faire aider. Bien sûr. Et la dernière question pour finir, on dit donc Israël est connu comme étant une startup nation. Est-ce que tu pourrais nous dire peut-être quelle est la particularité ou le secret israélien pour être un bon entrepreneur? Écoute, moi, je n'accompagne pas les startups, mais ce que je peux dire, et je le dis dans une des formations que j'ai, c'est que je pense que ce qui fait la grande différence, en tout cas entre la France et ici, parce que moi, je peux parler que de ce que je connais. J'ai grandi en France jusqu'à l'âge de 18 ans et mes enfants ont grandi en Israël. En Israël, déjà au GAN, c'est-à-dire à la crèche, ok, un enfant y grandit quand on lui fait comprendre que d'abord il est très bon, même s'il n'est pas très bon, on a l'impression qu'ils ils se sentent tous à peu près le roi de la planète. Ok, on les encourage beaucoup à faire les choses. Quand ils font quelque chose, même de tout petit, c'est comme s'ils avaient fait quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment étonnant Israël pour cette manière de faire grandir un enfant. Un enfant ici, il va tout tester, il va tout tenter. L'Israélien va tenter même s'il n'est pas vraiment prêt. Alors qu'un Français, et ça je le connais de près parce que j'accompagne beaucoup de Français, de Belges et tout ça, les francophones, c'est comme on a appris à l'école, c'est-à-dire que si ce n'est pas parfait, si on n'est pas vraiment sûr de ce qu'on fait, on ne le fait pas. En Israël, ce n'est pas du tout comme ça. Ok? Et je vous assure, s'il y a une chose à prendre d'ici, c'est ça. Tentez, même si à la fin, ça ne fonctionne pas, tentez, essayez. C'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on apprend des choses. Et ici, c'est vraiment quelque chose qu'on voit qui est vraiment ancré dans la culture israélienne. En tout cas, moi, je pense que c'est une des choses qui fait que Israël est une startup nation. Voilà.
Merci beaucoup Mylène et merci à tous pour votre participation. Nous espérons donc vous compter parmi nous. Nous espérons vous compter parmi nous lors de nos prochains webinaires. Nous vous invitons donc à visionner notre conférence enregistrée sur notre chaîne YouTube, c'est Machar MATC, et à partager l'information autour de vous. Vous pouvez également trouver toutes les informations sur notre site et sur notre page Facebook MATC. Merci à tous et à bientôt. Au revoir. Au revoir.